souhaite la bienvenue à cette 6e édition de la Conférence de la montagne. Avec ce cycle de conférences, nous invitons le public à venir échanger avec des spécialistes, des grands spécialistes, des grands enjeux de notre époque. Ce n'est pas étonnant si la conférence de ce soir présente un tel intérêt. Le développement durable est le thème de l'heure. Le thème de l'heure, même si certains politiciens semblent l'oublier. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est alarmant, très alarmant. Plus personne de sérieux ne remet en question le fait que nos sociétés ont pris un grand retard dans la lutte au changement climatique. Pendant trop longtemps, nous avons fait la sourde oreille à la science sur la question environnementale. Peut-être avons-nous écouté ou entendu ce que les chercheurs avaient à dire, mais nous n'avons pas assez agi pour changer les choses. Pourtant, les solutions, elles existent, elles sont connues. Il faut maintenant avoir le courage, la détermination de les appliquer, ces solutions, les appliquer rapidement et à grande échelle. Tous ensemble, nous devons faire en sorte que demain, plus personne ne pose la question à savoir si le développement durable, c'est une utopie. Ce n'est pas une utopie. Je peux vous dire qu'à l'Université de Montréal, le développement durable est une réalité depuis déjà plusieurs années. Nous menons de nombreuses initiatives en partenariat, en particulier avec nos étudiants, comme le retrait des bouteilles d'eau jetables de nos campus, qui a été un franc succès. Notre nouveau campus 1000 a été désigné comme un projet phare du plan de développement durable de la Ville de Montréal. Et notre université a obtenu l'accréditation internationale STARS, qui atteste que nous menons une démarche globale de développement durable sur nos campus. Ce qui inclut nos activités aussi de recherche et d'enseignement, parce que ce n'est pas juste la façon de gérer nos choses, c'est la façon aussi de former la relève de demain. Et l'avenir est certainement plus rose qu'on pourrait le penser grâce à cette relève que nous souhaitons former avec des connaissances et des convictions importantes. Ce soir, nous sommes en excellente compagnie pour réfléchir au thème du développement durable. Je vous présente nos 3 conférenciers. Bernard Chevassus-Auluy est chercheur en génétique. Il nous arrive d'outre-mer. Il préside l'Association française Humanité et Biodiversité, dont notre diplômé, l'astrophysicien Hubert Reeves, est président d'honneur. Le monde est petit, hein? En France, M. Chevassus-Auluy a aussi dirigé l'Institut national de la recherche agronomique. Il a été président du Muséum national d'histoire naturelle et du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Thomas Mulcair est professeur invité et enseigne les cours sur les enjeux de développement durable ici, à l'Université de Montréal. Il est fellow à notre Centre d'études et de recherche internationale, le CEREUM. Rappelons-nous qu'en tant que ministre de l'Environnement du Québec, de 2003 à 2006, M. Mulcair a été l'auteur d'une loi sur le développement durable qui est considérée encore aujourd'hui comme l'une des plus avant-gardistes en Amérique du Nord. Et jusque l'année dernière, il était chef du nouveau Parti démocratique du Canada et député d'Outremont, notre député. Thomas Mulcair préside aussi le conseil d'administration du Jour de la Terre. La professeure de didactique Lucie Sauvé dirige le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Elle dirige également la revue internationale Éducation relative à l'environnement, regard, recherche et réflexion. Depuis 2011, elle coordonne le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec, qui regroupe plus de 150 chercheurs de différents champs disciplinaires. Nos invités
sont accompagnés de l'animateur de la soirée, Normand Mousseau. Normand Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal et qui est le directeur de l'Institut de l'énergie à Polytechnique Montréal. Le professeur Mousseau a coprésidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec il y a quelques années. Je vous demande de les accueillir tous chaleureusement. Merci. Je vais maintenant passer la parole à notre animateur expert, Normand Mousseau, et je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable et très instructive soirée. Merci. Bonsoir, merci d'être ici ce soir. Juste avant de laisser les conférenciers parler, je voulais juste faire un petit retour sur qu'est-ce que le développement durable. Donc, le développement durable, c'est un concept qui émerge du rapport Brundtland, publié il y a 31 ans, en 1987, qui sonnait vraiment le signal d'alarme en disant que l'humanité ne pouvait plus continuer à puiser dans ses ressources de la planète sans penser au lendemain. Donc, à la fois, il s'agissait de relier plutôt que d'opposer développement et économie, développement social, protection de l'environnement, avec un ajout important, celui de penser au futur et de se préoccuper des générations à venir, s'assurer qu'à la fois on développe et on assure une qualité de vie pour les gens aujourd'hui, mais qu'on ne le fasse pas aux dépens des générations à venir. Ce concept-là a pris de l'ampleur après la proposition du rapport Brundtland et, entre autres, de nombreux États et nations ont adopté des lois sur le développement durable. On l'a mentionné, le Québec en 2006 a adopté sa loi sur le développement durable, le Canada en 2008. Et il y a 3 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté son programme de développement durable à l'horizon 2030 qui propose des objectifs visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète, etc. Pourtant, 31 ans après le rapport Brundtland, la pauvreté, bien sûr, a diminué dans le monde de manière significative, mais les avancées environnementales, elles, se font toujours attendre. Les changements climatiques s'accélèrent. La biodiversité, on l'a vu dans un rapport encore publié hier, s'étiole, et l'ensemble des indicateurs environnementaux sont au rouge. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là, de développement durable? Est-ce que le développement durable peut aller au-delà de l'utopie? Est-ce que c'est un concept qui, aujourd'hui, nous est utile pour transformer la planète et faire face aux défis qui nous attendent, puis aux défis qui attendent les générations futures? Et c'est la question qu'on a posée à nos 3 conférenciers ce soir. Pour commencer à nous offrir un point de vue, une réponse à cette question, nous recevons d'abord M. Bernard Chauvesu-Aulouis. Alors, je suis un biologiste, donc toujours un peu naïf, vous savez, les biologistes. Donc, moi, je vais répondre oui, le développement durable est possible, ce n'est pas une utopie. Et je vais le faire en développant 3 idées, 3 thèses, que l'on mettra tout à l'heure en débat avec les autres intervenants. Alors, tout d'abord, ça vient d'être dit, quand je parle de développement durable, je ne parle pas de croissance économique. Et vous avez ici, effectivement, 4 pays, et vous avez en rouge l'augmentation de la richesse de ces pays, donc le produit intérieur brut ou national brut. Et puis vous avez en bleu des indicateurs qui mesurent le bien-être des populations, avec différents indicateurs qui prennent en compte l'espérance de vie, la santé, la solidarité, la sécurité. Et j'ai mis une flèche rouge pour vous montrer effectivement que, suivant les pays jusqu'aux années 60-70, eh bien, les courbes étaient assez parallèles, c'est-à-dire on se disait finalement, quand il y a croissance économique, les autres indicateurs de bien-être suivent, et d'une certaine manière, on pouvait considérer que le bien-être était un sous-produit de la croissance économique. Et vous voyez effectivement qu'à des dates un peu variables suivant les pays, eh bien, cette relation cesse, autrement dit que dans un certain nombre de pays, y compris des pays comme la Suède ou comme l'Allemagne, eh bien, les indicateurs de bien-être ne répondent plus, c'est-à-dire ne suivent plus effectivement l'augmentation de la richesse. Et la question qu'on a ce soir, c'est est-ce qu'il faut donc passer d'une vision dans laquelle le bien-être
est un sous-produit de la croissance économique ou est-ce qu'il faut en faire un objet de préoccupation en soi? Et c'est toute la question, effectivement, de ce développement durable. Alors, ma première idée, c'est effectivement de dire le développement durable est possible parce que notre planète n'est pas un système fermé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent on dit, ben écoutez, on est sur une petite planète, on est de plus en plus nombreux, on a des ressources limitées, et il va falloir se les partager, et donc que chacun en ait de moins en moins, et donc c'est les théories de la décroissance, etc. Et donc je voudrais réfuter cette vision justement pour faire remarquer que notre planète n'est pas un système fermé, c'est-à-dire qu'elle reçoit en permanence de l'énergie de notre étoile, donc du Soleil. Et cette énergie, donc c'est de l'énergie physique, ce sont des photons. Puis il se trouve effectivement qu'à la surface de notre petite planète, il y a une couche de vie. Alors une couche de vie qui est absolument infime. Hein. Si la Terre tenait dans cette salle, ça fait moins qu'une feuille de papier à cigarette à la surface, la vie sur Terre. Mais cette couche de vie, elle fait des tas de choses, et depuis que la vie existe, c'est-à-dire qu'elle produit des ressources d'énergie, et d'énergie assimilable, c'est-à-dire que vous ne mangez pas des photons, et c'est grâce à la biodiversité qu'effectivement on transforme cette énergie lumineuse en matière assimilable. Hein. Elle produit des matériaux, et souvent, effectivement, on se limite à cela. C'est-à-dire, on dit finalement, au cours de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années, le vivant a accumulé des ressources, des minerais de fer, du charbon, des sols, des forêts, des bancs de poissons. Et parfois, on discute de savoir si c'est renouvelable, un peu, beaucoup, pas du tout. Mais on a l'impression, effectivement, que c'est ce capital matériel qui est l'essentiel de ce qu'on a besoin pour faire le développement durable. Et mon point de vue, c'est qu'on oublie ce qui, pour moi, est le plus important, c'est que depuis 3 milliards d'années, le vivant transforme cette énergie lumineuse en information. En information, c'est-à-dire que le vivant a construit peu à peu des structures, des mécanismes, des savoir-faire que l'on a à peine commencé à lire et à décrypter. Alors, je vais être rapide, je vais vous donner un premier exemple. Quel rapport, à votre avis, y a-t-il entre une carotte et l'écran de votre téléphone portable? Eh bien, pas d'idée. Eh bien, c'est qu'effectivement, en 1888, un chimiste autrichien a extrait de la carotte une molécule un peu bizarre qui s'appelle le benzoate de cholestéryl, et il a constaté que cette molécule, quand on la chauffait, passait de l'état liquide de l'état solide à l'état liquide, et surtout quand on continuait à la chauffer, elle changeait de couleur. Et c'était les premiers cristaux liquides. Et au début, on n'y a pas cru, puis il y a eu des tas de travaux qu'ont fait les physiciens, et c'est à la base, effectivement, de toutes les technologies d'écran tactile et d'écran à affichage qu'on a dans des tas d'engins. Donc vous voyez effectivement ce que c'est l'exemple de quelque chose que le vivant a construit, et c'est une information qu'on peut utiliser ensuite pour éventuellement créer de l'innovation. Je vous donne un autre exemple qui est ce qu'on appelle les arbres fontaines. C'est effectivement dans des pays où il pleut pas beaucoup, assez arides, comme les îles Canaries, on voit parfois effectivement des arbres qui poussent à l'endroit où il y a une source d'eau. Et on a tendance à dire c'est parce qu'il y avait de l'eau que les arbres ont poussé à cet endroit-là. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau parce que les arbres sont là. Autrement dit que ces arbres ont la propriété de condenser les infimes gouttelettes de brouillard qu'il y a quand le brouillard arrive de l'océan pour en faire des gouttes d'eau, et il pleut sous les arbres quand il ne pleut pas à l'extérieur des arbres. Et quand on a regardé la structure effectivement très fine de ces feuilles, eh bien, on a compris effectivement qu'est-ce qui permettait de condenser comme ça la vapeur d'eau, et c'est ça qui a donné l'idée de ces filets à brouillard qui permettent, par exemple, sur la côte est de l'Amérique du Sud, dans des zones très désertiques, de produire de l'eau potable alors qu'il ne pleut pratiquement jamais. Donc c'est ça mon premier message, c'est qu'effectivement, le vivant, c'est une énorme bibliothèque d'informations que nous n'avons que très partiellement commencé à lire, et que si on est capable effectivement de décrypter cette information, on peut en déduire toute une série d'éléments de bien-être qui effectivement sont disponibles, mais qui restent effectivement à préserver et à décrypter. Deuxième message que je voudrais faire passer, c'est la question des inégalités. Quand on regarde les indicateurs de bien-être, c'est-à-dire qu'on demande aux gens est-ce que vous êtes heureux dans votre pays, on se rend compte effectivement qu'il y a une corrélation très négative avec les niveaux d'inégalité de revenus dans ces pays. Autrement dit, les gens considèrent qu'être dans un pays très inégalitaire constitue un élément de négatif par rapport à leur bien-être. Et l'idée que je voudrais développer, la deuxième thèse, c'est justement que là aussi, en s'appuyant sur la biodiversité, on peut peut-être
trouver un développement moins inégal. Alors pourquoi c'est un point important? C'est parce que là aussi, et là c'est la situation de la France, en bleu c'est toujours la croissance économique, donc le PNB par habitant, corrigé par l'inflation. Et puis en dessous, ce que vous avez en orange, c'est un indice de mesure des inégalités de revenus qu'on appelle pour les économistes l'indice de Gini. Et vous voyez effectivement que là aussi, jusqu'aux années pratiquement 90-2000, eh bien, la croissance économique était corrélée au fait que l'indice diminuait, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'inégalités. Et là aussi, on considérait que la réduction des inégalités était un sous-produit automatique de la croissance économique. Eh bien, ce dogme, là aussi, est en train de voler en éclats, c'est-à-dire que depuis à peu près 90-95, vous voyez qu'on est reparti légèrement à la hausse, autrement dit que la croissance économique ne tire plus la réduction des inégalités. Et ça veut dire, comme précédemment, qu'il faut s'intéresser aux inégalités en tant que telles et pas se dire on va attendre que la croissance revienne parce que c'est comme ça qu'on va réduire les inégalités. Alors pourquoi je dis que la biodiversité peut nous aider à travailler dans ce domaine? Eh bien, ce que vous avez ici, c'est la production agricole française en euros constants. Et vous voyez que depuis 1970, le sommet de ces barres diminue. Ça veut dire que les prix agricoles diminuant, la valeur totale de la production agricole a diminué, et ça veut dire que les revenus agricoles ont diminué. Mais ce que vous avez dans ces barres, ce que vous avez en jaune, en orange et en rouge, c'est ce que les agriculteurs doivent consommer d'intrants, c'est-à-dire des engrais, de la mécanisation, des produits phytosanitaires, tout ce qu'ils doivent acheter pour produire effectivement ces productions agricoles. Et vous voyez effectivement que la part de ces achats nécessaires, qui sont en grande partie liés à ces achats d'énergie sous une forme ou sous une autre, est passée de moins de 50% dans les années 70 à presque 2/3 aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce qui reste en termes de revenus agricoles eh bien, est devenu de plus en plus faible. Vous avez sans doute entendu parler de cette crise du revenu agricole, parce que cette dépendance disons, des dépenses nécessaires, que ce soit dans les productions végétales et animales, est en train de faire un véritable ciseau entre la diminution des prix et l'augmentation du prix des intrants. Et ça veut dire effectivement que des solutions qui seront moins dépendantes de cet usage intensif des intrants, tout ce qu'on appelle l'agroécologie au sens large, eh bien, permettront peut-être effectivement de fonder des modèles qui soient davantage utilisables par la diversité des agriculteurs. Alors là aussi, deux petits exemples, toujours autour de cette idée de l'information. Vous avez ici un produit très, très important en France qui est la vigne, et il y a un petit papillon qui va pondre dans ces grains de raisin, qui s'appelle l'œdémis, et ces petites larves vont se développer dans les grains de raisin, et donc d'où des pertes de récolte. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a décrypté l'information, c'est-à-dire quelle était la molécule que les mâles émettaient pour attirer les femelles, et puis cette molécule, on l'a mis dans les petits diffuseurs en plastique que vous voyez en bas, et les femelles, effectivement, sont attirées par ces diffuseurs, ne sont pas fécondées, et donc les œufs ne se développent pas. Et puis un autre exemple, ça c'est en zone interprotropicale, on a montré effectivement que si dans des plantations de maïs, on intercalait entre les plants de maïs un certain nombre de plantes qui avaient des propriétés d'auxiliaires, c'est-à-dire qui pouvaient soit attirer les ravageurs du maïs et donc éviter que ces ravageurs aillent sur le maïs, soit repousser des invasions, soit attirer des insectes qui vont manger les ravageurs du maïs, eh bien, on a un système qu'on appelle en mot français push-pull, et donc qui permet effectivement de protéger le maïs en utilisant des variétés de plantes locales. Et ça veut dire effectivement que là aussi, si on est capable de construire et de comprendre cette écologie de l'information, on a des technologies qui sont extrêmement utilisables par des agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des engrais et des pesticides. Alors l'image, la parabole que je voudrais vous faire passer, c'est ce que j'appelle la parabole du coffre-fort. Vous avez un coffre-fort et vous voulez prendre ce qu'il y a dedans. Vous avez deux possibilités. Ou bien vous ne connaissez pas la combinaison du coffre-fort. Donc il faut consommer beaucoup d'énergie. Il faut prendre de la dynamite, un chalumeau, ce que vous voulez, pour effectivement ouvrir le coffre-fort et sortir ce qu'il contient. Ou bien vous connaissez l'information, c'est-à-dire le code du coffre-fort. Et là, avec l'énergie qu'il suffit pour tourner un bouton, eh bien, vous avez l'information, vous ouvrez le coffre-fort, vous prenez ce qu'il y a dedans et vous avez même le coffre-fort en prime puisque vous ne l'avez pas abîmé. Et donc, tout le challenge de ce développement durable, c'est justement de substituer tout ce qui est à base d'énergie par ce qui serait à base d'information. Et là, effectivement, quand on parle de décarboner l'énergie, l'information, vous le savez, elle peut s'utiliser sans consommer nécessairement beaucoup d'énergie.
Et puis mon troisième et dernier point, et ça rejoint effectivement la question de la planète fermée, c'est effectivement la question de ce que j'appelle le co-développement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent quand on parle du développement durable, on dit voilà, on a trois capitaux. Hein. On a le capital économique, la richesse matérielle, etc. On a le capital humain que les universités contribuent à développer et qui est capable aussi effectivement de se mobiliser. Et puis on a du capital naturel. Et souvent, les débats du développement durable, c'est est-ce qu'on peut ou non puiser dans le capital naturel, hein, ce qu'on appelle la durabilité faible ou forte. C'est-à-dire qu'on admet parfaitement qu'il est normal, au moins dans beaucoup de pays, de puiser dans le capital économique pour créer du capital humain. Dépenser de l'argent pour créer des universités, je pense qu'ici, vous serez tous d'accord que c'est un bon investissement. Bon, donc on est d'accord qu'on peut puiser dans l'un pour prendre dans l'autre. Par contre, effectivement, on se dit, est-ce qu'on peut puiser dans le capital naturel? Et je voudrais dépasser cette idée parce que là aussi, on est encore dans cette idée de si on prend dans l'un, il y en aura moins, et donc il faut ne pas prendre si on veut économiser. Et la thèse que je voudrais défendre, c'est au contraire qu'on peut co-développer. C'est-à-dire que lorsqu'on va, par exemple, reconcevoir de l'urbanisme en intégrant effectivement des éléments de biodiversité pour améliorer le climat urbain, pour rendre les villes plus agréables, quand on va concevoir des techniques d'épuration qui utilisent moins d'énergie parce que c'est basé sur la phytoremédiation, sur l'utilisation de techniques écologiques, quand on va concevoir des exploitations de carrières favorables à la biodiversité, quand on va concevoir des infrastructures de transport qui feront leur place aussi à la circulation non seulement des humains et des marchandises, mais aussi à la circulation des espèces animales et végétales, eh bien, on crée à la fois du capital naturel, c'est-à-dire qu'on développe la biodiversité, tout en créant du capital économique. Et du capital économique et humain, parce que les savoir-faire des ingénieurs qui sont capables, par exemple, de faire une autoroute sans que ça coupe des voies de migration des oiseaux ou des chauves-souris avec des impacts négatifs, pourront vendre ensuite ce savoir-faire à l'export ou dans d'autres endroits. Donc on peut co-développer le capital humain, le capital économique et puis le capital naturel. Donc on n'est pas condamné effectivement à puiser dans l'un pour alimenter l'autre. Et puis de même, et ça sera mon dernier point, lorsque par exemple on va associer les habitants d'une région, d'une commune à l'inventaire de la biodiversité de leur commune en leur expliquant comment on fait pour reconnaître des insectes, des papillons, des oiseaux, c'est-à-dire lorsqu'on va leur demander effectivement disons, de patrimonialiser, de prendre en compte le patrimoine naturel dans leur commune. Ces gens-là, ils vont se réunir, ils vont discuter, ils vont se retrouver pour partager ce qu'ils auront appris ensemble, et on va créer du lien humain, donc du capital humain, du savoir-vivre ensemble. Et ça sera mon dernier message. Je pense que par rapport au changement climatique qui s'annonce, on peut être inquiet à juste titre, et on en parlait avec la revue du WWF, on peut être inquiet pour le devenir de la biodiversité, mais je pense qu'on peut être encore plus inquiet pour les sociétés humaines et pour les tensions qui vont se faire entre les sociétés humaines face aux enjeux du changement climatique. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour créer du savoir-vivre ensemble et être capable de mieux affronter les enjeux de demain, eh bien, c'est du co-développement, c'est-à-dire qu'on apprend en même temps à gérer la biodiversité et à nouer des liens, non seulement entre les humains, mais avec ce capital naturel. Et effectivement, c'est ce que je pense qu'on peut faire de mieux, de co-développer ces capitaux. Donc j'espère effectivement vous avoir convaincu que cette idée de continuer le développement en disant au revoir à la biodiversité était certainement une voie à ne pas fréquenter. Vous avez le nom de ce bateau à l'avant. Hein. Et donc, comme mon temps est maintenant terminé, eh bien, je vous remercie de faire désormais attention à la biodiversité pour fonder le développement durable. Merci, professeur Chevassus-Louis. Nous allons maintenant entendre professeur Lucie Sauvé. Merci. Vous savez, c'est un grand plaisir, évidemment, pour moi de participer à cette conférence, mais aussi un réel défi. Je vais tenter d'apporter peut-être un regard différent, dissident, sur le développement durable, tout en reconnaissant la pertinence et l'efficacité à certains égards du programme politico-économique du développement durable,
Mais je vais tenter de porter un regard critique sur ce concept, ce projet, qui m'apparaît à la fois comme un produit et un moteur de la mondialisation et qui pourrait faire partie du problème qu'il prétend résoudre. Au départ, dès le début des années 80, le développement durable avait pour intention, et a toujours cette intention, de créer un pont entre le monde économique, entreprises, affaires, finances, et les acteurs de la société civile préoccupés d'environnement et des questions sociales. C'était un habile compromis, comme l'a bien observé l'éco-sociologue Jean-Guy Vaillancourt. Oui, on pouvait poursuivre le développement durable, on pouvait poursuivre le développement durablement, mais à certaines conditions. Or, depuis, le développement durable a fait l'objet d'une méprise et on est venu à confondre ce compromis avec un projet de société. Et dans nos milieux d'enseignement, l'UNESCO, mandaté par le Conseil économique et social de l'ONU, propose le développement durable comme un projet éducatif fondamental. Dans tous les pays du monde, l'éducation devient un instrument au service du développement durable. Et sans inviter à porter un regard critique sur un tel projet, sans inviter non plus à examiner d'autres cadres de référence qui pourraient inspirer mieux encore notre rapport au monde contemporain. Mais avant de développer ces idées-là, et qu'on soit d'accord ou non, je pense qu'on peut tous s'entendre au départ, comme l'a bien explicité mon collègue, sur l'urgente nécessité de promouvoir la préservation de la biodiversité, de la santé des écosystèmes, sur toute l'importance de travailler ensemble à la satisfaction des besoins de base de tous et toutes, à l'instauration d'une justice socio-écologique, à la fin de la prolifération de toutes les formes d'armes physiques et autres. Et on peut oser croire que si pour le moment il s'agit d'une utopie, un lieu rêvé qui n'existe pas, enfin pas encore, il faut pour le moins tenter de s'y acheminer ensemble, sans naïveté, mais en toute dignité. Donc, je crois que nous partageons ce projet-là et on sait que ce sera difficile. Mais le problème qui se pose au départ, c'est le pourquoi et le comment. La signification, le sens de notre action collective, c'est le moteur premier du changement qui s'impose. Alors pourquoi et comment travailler à ce changement? Le développement durable est-il la réponse à ces questions? L'ONU annonçait en 1992 que non seulement le développement durable devenait la stratégie première pour résoudre tous les problèmes, mais qu'il s'agissait désormais de la finalité de l'humanité. Et en même temps, l'ONU associait le développement durable à la croissance économique soutenue. C'est principalement en luttant contre la pauvreté, annonçait-on, qu'on va y parvenir, mais sans définir la pauvreté et sans identifier ses causes profondes. Il faut dire que je m'intéresse particulièrement au développement durable depuis la perspective de travail en coopération internationale depuis 20 ans. En particulier en Amérique du Sud, où j'ai constaté une forte résistance à la colonisation de l'idéologie du développement durable. Mais je m'y intéresse surtout depuis une perspective éducative. L'éducation, c'est mon champ d'action professionnelle et éducation au sens de toute forme d'accompagnement, du déploiement de nos potentialités humaines et tout au long de la vie. Je suis particulièrement interpellée par le développement durable parce que les instances internationales mobilisent l'éducation comme une stratégie de promotion du développement durable. Alors j'aimerais examiner avec vous certains fondements de ce concept et aussi entrevoir certaines propositions politiques alternatives qui pourraient inspirer notre trajectoire humaine. Alors, il faut bien se rendre compte que le développement durable correspond à une certaine vision du monde. Ce schéma conceptuel correspond à une fragmentation du monde en 3 sphères distinctes. L'économie est ici considérée comme une entité à part entière, une économie désocialisée, sans nom, sans visage, sans responsabilité et qui n'a pas pignon sur rue,
une économie extraite de la société dont la rationalité détermine les relations entre société et environnement. L'environnement est restreint à un ensemble de ressources pour le développement qu'il importe de ne pas épuiser pour ne pas entraver la durabilité du développement. La société se compose alors de producteurs et de consommateurs de ressources au service de l'économie. La triade du développement durable correspond à une vision du monde qui est réductrice, à la fois pour l'environnement et pour l'humanité. Les théoriciens du développement durable ont vite compris qu'une telle représentation laisse dans l'ombre des réalités importantes. Ils ont ainsi proposé l'ajout d'une quatrième sphère, celle du politique. Ils ont aussi mis en lumière l'importance de la culture comme un filtre incontournable pour l'implantation du développement durable. On propose alors, paradoxalement, de prendre en compte la diversité culturelle afin de mieux implanter la monoculture du développement durable. On approche les populations en les interrogeant « Mais qu'est-ce que c'est pour vous le développement durable ?» Peu importe la pertinence culturelle de la question, ni la modulation de la réponse, l'important, c'est de s'approprier l'idée. Alors, vidée de ces dimensions de pouvoir que sont la politique et l'économie, et ainsi mise à distance de sa culture, que reste-t-il dans la sphère de la société? Des individus, travailleurs en entreprise, des clients dans les centres commerciaux, des clients dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux? Alors, on a donc voulu offrir d'autres représentations du développement durable. On en trouve une grande diversité dans la littérature, dont celle-ci qui réinsère l'économie dans la société et qui la met au centre de cette nouvelle cosmovision et non comme l'une des composantes de la sphère sociale. Une représentation très récente du développement durable est celle des objectifs du millénaire. On y voit déployer la complexité d'un tel projet en 17 objectifs, tous aussi vertueux les uns que les autres. On y retrouve entre autres le travail décent, mais associé à la croissance économique. On y trouve l'éducation pour tous, mais au service du développement durable. À lire le document, on voit qu'il reste un important effort à faire pour mettre en lumière la relation systémique entre ces objectifs, pour les relier entre eux. Par exemple, comment réduire les inégalités, objectif 10, dans un contexte de croissance économique, objectif 8. Je pense toutefois qu'il faut reconnaître les bonnes intentions manifestées dans ce programme, reconnaître aussi qu'il n'est pas facile de faire converger l'ensemble des nations vers un projet commun. Mais il faut reconnaître aussi que le but de ce plan d'action pour l'humanité reste discutable. Il s'agit de promouvoir une croissance économique soutenue. Et pour être durable, cette croissance doit inclure tout le monde, parce que la croissance est essentielle à la prospérité. Sans doute, il faudrait définir ici la prospérité comme valeur fondamentale et calculer le coût écologique et social d'une telle prospérité. On retrouve bien entendu ici l'idée maîtresse que la pauvreté est une entrave au développement, sans questionner le rôle qu'ont joué ici les initiatives de développement pour maintenir le caractère systémique de la pauvreté. Alors le développement durable, ce plan d'action pour l'humanité, est clairement ici un projet économique. Et ce n'est pas l'économie qui pose problème, parce que l'économie est une dimension de toute façon de toute société, mais une certaine conception de l'économie. En témoigne le mot-clé de l'économie verte, transversale à la conférence de Rio 2012, et qui légitime, entre autres, toute la rhétorique du marché des écosystèmes. La valeur marchande qui va motiver, c'est la valeur marchande qui va motiver le désir de bien gérer les écosystèmes. Évidemment, cela inspire toute la dérive de la labellisation marchande, de la durabilité, de la soutenabilité, comme celle du développement durable du gaz de schiste, comme la publicité pour ce camion durable ou le sustainable excitement que procure une nouvelle voiture. Évidemment, on trouve ici une problématique éthique. Le pilier éthique du développement durable, c'est la durabilité de la croissance économique. On se rend bien compte qu'il s'agit d'un cadre éthique beaucoup trop étroit pour un projet d'humanité. L'éthique du développement durable célèbre l'anthropocentrisme comme une vertu humanitaire
et discrédite les approches biocentristes ou écocentristes. Ce qui nous amène à une problématique culturelle. Le développement durable est devenu un phénomène macroculturel. On peut définir le développement durable comme on veut, pourvu qu'on y croit et qu'on y contribue. On assiste à l'invasion culturelle du développement durable, à une forme de néocolonisation. Et c'est Gilbert Rist qui a bien mis en lumière le fait que le développement est l'histoire d'une croyance occidentale. Après avoir rendu le développement universel, il faut encore le rendre éternel, dit-il. Or, il est important de porter attention aux différentes cosmovisions, aux visions du monde portées par les différentes cultures. On peut penser par exemple au projet politique du Buen Vivir ou Vivir Bien des peuples autochtones d'Amérique du Sud, en Bolivie, au Pérou, en Équateur. Il est ici question de vivre en paix, en harmonie entre nous et avec la nature, la paix avec la nature. Les valeurs de la vie communautaire et de la participation sont mises de l'avant. On parle d'une économie de la décence, de la suffisance. On peut penser aussi à cet autre projet politique écologique, celui de l'Ubuntu en Afrique du Sud, où l'idée de communauté est également centrale. Ici, le don est une valeur de base. Je suis parce que nous sommes. C'est une phrase clé de l'Ubuntu. Et les peuples autochtones d'ici portent également de tels projets de vie collective, où l'humain s'inscrit dans la trame du vivant. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'inciter à l'appropriation culturelle, on sait où ça mène, mais bien plutôt à l'humilité culturelle. Quoi qu'il en soit, le développement durable est devenu un programme politico-économique mondial. L'ONU, via son Conseil économique et social, demande à tous les pays de se doter d'une politique de développement durable. Alors, d'une stratégie de gestion d'entreprise, le développement durable est devenu un cadre de gouvernance. On aurait pu penser qu'un tel mandat aurait été confié au ministère à vocation économique, finance, industrie, commerce. Ce sont ces milieux-là que le concept de développement durable interpellait d'abord. Mais les pays se sont plutôt tournés vers leur ministère de l'Environnement pour assumer cette tâche, alors qu'il s'agit de ministères déjà lourdement chargés et en manque de ressources. Et pour favoriser la mise en œuvre du développement durable et à la recommandation de l'UNESCO, les pays se sont tournés aussi vers leur ministère de l'Éducation, un autre ministère lourdement chargé et en manque de moyens. Des centres de la petite enfance aux universités, il s'agit de réorienter les curriculums vers la promotion du développement durable. Mais avait-on vraiment besoin de ce virage-là, alors qu'existaient déjà des propositions socio-écologiques porteuses, mais négligées? J'ai un discours sans doute sévère à l'égard du développement durable, mais je sais toutefois reconnaître que l'argument du développement durable et les principes qu'on lui associe ont quand même stimulé certaines avancées en matière de gestion d'entreprise. Dans certains contextes, pour certains objectifs et auprès de certains acteurs, le développement durable apparaît comme une stratégie convaincante pour améliorer les modes de gestion environnementale et la prise en compte des réalités sociales. Dans le contexte actuel, le développement durable fait sans doute partie de la solution globale. Mais là où j'ai des réserves, c'est quand le développement durable s'impose comme un projet de société, quand il devient le cadre de référence obligé de nos initiatives socio-écologiques. Je pense donc qu'on peut faire avec le développement durable, mais je pense qu'il est aussi très important d'apprendre à faire ailleurs. Or, quelles autres propositions peuvent inspirer nos initiatives socio-écologiques? Il n'y a pas de cadre unique, pas de dogme, pas de catéchisme, mais des propositions complémentaires dont on peut s'inspirer. Et en voici quelques-unes, dont la liste est incomplète, qu'on ne pourra pas examiner maintenant, mais c'est bien entendu, mais qui méritent attention. Entre autres, l'éco-développement proposé au début des années 70 par Ignacy Sachs dans la foulée du rapport Halte à la croissance. L'éco-développement s'inspire des pratiques en Amérique latine et il explicitait le type de développement à poursuivre, axé sur le besoin des populations, la préservation des écosystèmes, l'économie communautaire. C'est cette proposition-là qui avait d'abord été retenue en 1974 pour les travaux de l'ONU.
Mais le secrétaire d'État américain a imposé son veto sur cette proposition, jugée sans doute trop exigeante, et c'est ainsi que depuis, on s'est tourné vers le développement durable. Comme l'éco-développement, diverses autres propositions alternatives invitent à créer ou recréer les liens entre nous, les humains, et avec le monde vivant. Elles se préoccupent du bien commun, de ce qui nous est commun, de ce qui nous relie, et elles le déclinent de différentes façons. Elles méritent toute notre attention, sans préjugés, sans naïveté non plus, avec un regard appréciatif et critique à la fois. Et il y a une abondante littérature qui rend accessibles ces propositions, entre autres le vaste champ de l'économie politique. Et plus spécifiquement, les courants de l'écologie sociale et de l'écosocialisme, dont on peut tirer des analyses et des propositions intéressantes. L'écoféminisme et la valeur fondamentale de la bienveillance, le mouvement de la décroissance qui prend courageusement de plus en plus d'ampleur et en toute pertinence. Dans le même sens, le mouvement de la simplicité volontaire, moins de biens, plus de liens. Et puis évidemment, tout le courant de la transition, axé entre autres sur la permaculture, qui s'élargit à l'idée d'une permaculture humaine. C'est certain, ce soir, le temps manque pour une telle énumération et caractérisation des propositions alternatives. Mais au-delà de ces modèles théoriques, il y a cette fabuleuse effervescence au sein de nos sociétés, au Québec comme ailleurs, ces millions de révolutions tranquilles qui inventent notre demain. Et c'est une vague de fond qui s'est levée. À travers tous ces projets bien concrets et contextualisés, il se construit peu à peu un projet social d'ensemble, une pensée écologique, une signification, une valeur ajoutée au vivre ici ensemble. On commence à peine à les mettre en bouquet. Et toute cette mouvance créative et courageuse, lumineuse, multiple, ne peut pas être étouffée dans le cadre de gouvernance du développement durable. Alors c'est au nom d'une telle diversité, une diversité vivante, une telle diversité bioculturelle, que je vous ai proposé, mais vraiment trop brièvement et avec plein de raccourcis inévitables, un examen critique du concept de développement durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie Sauvé. On va demander à M. Mulcair de faire sa présentation. Quel honneur d'être ici avec vous ce soir. En quittant la colline pour venir m'établir sur la montagne, je ne pouvais pas m'imaginer la richesse, la profondeur et l'envergure du travail en environnement et développement durable qui se fait ici. De l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire à Polytechnique, au HEC, en passant par la maîtrise en environnement et en développement durable, il y a au-dessus de 300 professeurs et des milliers d'étudiants qui contribuent brillamment à notre compréhension de la science de l'environnement, du rôle de notre économie dans ce nouveau modèle et des règles juridiques et sociales pour y donner vie. Le fait qu'ils soient de tous horizons témoigne de l'ampleur de la tâche et du rôle de premier plan de l'Université de Montréal. Pour citer le sermon de la montagne, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. On la met sur son support pour qu'elle éclaire tous. C'est une magnifique lumière que Mme Sauvé et M. Chevassus-Aulouis ont fait rejaillir ici ce soir. Tantôt, en nous mettant en garde quant aux limites de ce que Mme Sauvé a appelé le credo contemporain de développement durable pour ouvrir sur d'autres possibilités. Tantôt, en nous rappelant que notre Terre fait partie d'une création où les étoiles, y compris notre Soleil, sont la somme d'un flux d'énergie qui, nous rappelle M. Chevassus-Aulouis, crée de la biodiversité depuis plus de 3 milliards d'années.
contre ce toile de fond complexe et inspirant, et au risque d'être relégué au rang des scribes et des pharisiens, je vais prêcher pour ma paroisse, celle de la Trinité, démocratie, droit et développement durable. Car une fois qu'on s'est entendu qu'il faut agir, que les changements climatiques sont aussi réels que la perte de biodiversité qui en découle et la menace à notre habitat qui en résulte, qui décide? Et qui est là pour veiller ce qui a été décidé est réellement appliqué? Puisqu'il s'agit de s'attaquer aux inégalités entre les générations et entre les pays développés et ceux en train de le devenir, est-ce effectivement utopique de croire qu'on peut faire quelque chose? Et si oui, le « on », c'est qui? Et le « on » est redevable à qui? Depuis une génération, les accords de commerce internationaux octroient aux investisseurs l'autorité de contrecarrer les décisions des États-nations prises pour protéger leurs citoyens contre les pesticides cancérigènes et autres produits nocifs, car le manque de preuves définitives scientifiques mate le principe de précaution. Lorsque j'étais ministre de l'Environnement, j'avais banni le 2,4-D, un pesticide de la multinationale Dow Chemical, et celle-ci a aussitôt attaqué en justice le Canada au terme de l'accord du libre-échange nord-américain, tout comme Ethel Corporation l'avait fait avant. Elle forçait ainsi un paiement multimillionnaire du Canada parce que le Canada jugeait son additif pour l'essence potentiellement cancérigène. Tout récemment, on a réussi à s'extraire du chapitre 11 de l'ALENA, mais malheureusement, on a plusieurs autres ententes où ce même problème subsiste. Donc, qui décide? Un panel international d'avocats à la retraite grassement payés ou les élus du peuple qui sont là démocratiquement? Comment sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas d'hier qu'on connaît les problèmes causés par le progrès. Laissez-moi vous présenter une belle rivière américaine, la Cuyahoga. Lorsque j'ai pris mon premier cours de ecology au début des années 70, on nous avait montré cette photo d'une rivière tellement polluée qu'elle avait pris feu. En fait, elle a pris feu 13 fois. Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques-uns de mes héros. Avec en arrière-fond les cheminées de Londres de la Révolution industrielle, voici Sir Percival Potts. Very British comme nom, n'est-ce pas? Sir Percival Potts était un médecin à Londres en pleine Révolution industrielle. En 1775, il avait remarqué que plusieurs hommes s'étaient présentés à lui avec un cancer très spécifique et très rare des testicules. Ces hommes avaient une chose en commun, ils étaient tous ramoneurs. Sir Percival avait postulé qu'ils devaient avoir un produit qui passait dans leur corps en travaillant. Il avait bien sûr raison, et aujourd'hui, on pourrait énumérer les divers carcinogènes auxquels ils ont été exposés. C'était le premier vrai cas d'empoisonnement des êtres humains par leur environnement, mais la tragédie, c'est qu'aujourd'hui, pour protéger les investisseurs, le principe de précaution cède la place à l'obligation de prouver la nocivité et c'est très difficile d'instaurer de nouvelles règles environnementales. À Londres, en 1775, qui allait empêcher le progrès pour protéger les travailleurs? Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Voici maintenant deux de mes héroïnes. Rachel Carson, auteure du célèbre Silent Spring, livre phare du mouvement environnemental qui a exposé avec rigueur scientifique et passion
la destruction environnementale que le développement débridé d'après-guerre était en train de causer et la perte des écosystèmes, nouveau mot quand elle l'a utilisé il y a 60 ans, causée par les pesticides notamment. Vous savez, elle a été attaquée de tous bords, tous côtés. Et elle est décédée peu de temps après la publication de son œuvre. Mais justement, elle a réussi à nous ouvrir les yeux sur tout le tort que nous causons à notre environnement et donc aussi à nous-mêmes. Et voici Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre de la Norvège, dont le rapport aux Nations unies sur notre avenir à tous nous forçait de regarder en face ce que nous étions en train de faire et de reconnaître une nouvelle obligation éthique, l'obligation de penser aux générations futures à chaque fois qu'on prenait une décision. Au cours du dernier mois, alors que les scientifiques du monde entier avertissaient les Nations unies que ce serait bientôt trop tard, le prix Nobel pour les sciences économiques a été décerné à 2 Américains dont le travail concluait que l'économie bénéficie en termes de productivité et d'innovation lorsqu'on lutte contre les changements climatiques. Ça confirmait en quelque sorte l'hypothèse de Porter qui date maintenant d'une autre génération. Ça rend encore plus décevant le fait que, juste la semaine dernière, le gouvernement à Ottawa a déposé un plan qui ne nous permettrait même pas d'être proche de nos obligations au terme du protocole de Paris. Au contraire, le Canada a comme cible encore aujourd'hui le plan de Stephen Harper, jadis décrit comme lamentable par les libéraux, mais qui ne pourront aujourd'hui même pas rencontrer ça. Dans son plus récent rapport annuel, notre commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable, Julie Galfand, a très clairement confirmé que le Canada s'en va nulle part et le plan de taxe carbone de la semaine dernière ne va rien y changer. Il y a une vieille blague qui dit que si on veut éviter d'être mangé par un ours, on n'a pas besoin d'être plus vite que l'ours. On a juste besoin d'être plus vite que la personne la plus lente de notre groupe. Face à un Maxime Bernier ou un Andrew Scheer, Justin Trudeau est certainement plus vite que les personnes les plus lentes au Parlement. Mais, écrivant dans la revue Policy Options cette semaine, le professeur saskatchewanais Jason McLean a simplement écrit que la nouvelle politique canadienne est un, et je le cite, échec lamentable et qu'on doit arrêter de faire croire qu'on peut continuer d'exploiter nos ressources pétrolières et gazières comme on le fait et réduire en même temps nos gaz à effet de serre. J'ajouterais à ça que ça prend plus que de la témérité, ça prend carrément du culot pour dire que la seule manière de réduire nos GES, c'est d'acheter un vieux pipeline avec des milliards de dollars de l'argent des contribuables, tout en continuant de subventionner aussi à coût de milliards les industries pétrolières et gazières contre toute volonté internationale. Remarquez, à l'international, malgré toutes les ententes, et je parle de Rio, je parle de Kyoto, je parle de Paris et j'en passe, c'est guère mieux. Au cours de cette année, on a découvert d'importantes quantités de CFC, des chlorofluorocarbones, dans l'atmosphère, des substances donc qui appauvrissent la couche d'ozone et qui sont bannies par le protocole de Montréal. Pourtant, en Chine, de nombreuses usines utilisaient en toute illégalité et en toute impunité ces substances pour un produit des plus banals, l'isolation résidentielle. Donc, je reviens. Qui décide? Qui peut appliquer les lois? Qui peut protéger le public et l'environnement? Puisqu'il s'agit, en dernière analyse, de nos obligations envers la prochaine génération, je me permets de dire que l'espoir, et je continue de croire profondément qu'il y a encore de l'espoir, est avec les jeunes d'aujourd'hui.
Lors de l'élection québécoise plus tôt ce mois-ci, c'était fascinant de voir les jeunes tourner le dos aux politics as usual. Ce n'est pas qu'on avait besoin de nouvelles lois ou règlements, on avait besoin d'appliquer ce qu'on avait déjà. Après un été passé à apprendre qu'il y avait tellement de sol contaminé, déversé dans la nature par des compagnies mafieuses, que la nappe phréatique dans les basses Laurentides était devenue dangereuse pour le bétail, les libéraux n'avaient plus aucune crédibilité en la matière. La CAQ, qui vient de former un gouvernement majoritaire, n'en a jamais parlé, ce qui est ironique et étonnant, car une de ses racines, l'ADQ, avait souvent évoqué le thème de l'équité intergénérationnelle et le PQ n'avait plus beaucoup de voix. Seul Québec solidaire, donc, a parlé inlassablement et passionnément de l'environnement et de la dette que les baby boomers laissent sur le dos des générations futures et les jeunes, surtout, les ont aidés à faire un grand bond en avant. Pour moi, c'est ça l'espoir. Des gens pour qui 2040 et 2050 ne sont pas au-delà de leur espérance de vie, mais de vrais jalons sur la planète qu'ils connaîtront et sur laquelle ils devront vivre. Nous nous dirigeons vers une augmentation de plus de 2 degrés Celsius. C'est confirmé. Des dizaines de millions d'humains verront leur habitat inondé. Les famines suivront les déclins de récolte et la réduction de la pêche. Et la biodiversité reculera dans tous les écosystèmes. Tony Blair, l'ancien premier ministre de Grande-Bretagne, est célèbre pour avoir dit « Il n'y a plus de gauche ou de droite. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce que nous faisons maintenant ne marche pas. » Il y a 12 ans, le Québec a modifié sa charte des droits pour y inscrire le droit de vivre dans un environnement sain, respectueux de la biodiversité, et une très belle série de jugements des tribunaux a donné vie à ce nouveau droit. La France fait un travail de chef de file en ce moment pour amener au niveau international ce droit de vivre dans un environnement sain. Il faut travailler avec la France là-dessus, il faut les encourager. Je ne suis pas naïf, je sais, comme vous, les limites des autres droits censés être protégés par les instruments des Nations unies. Mais en inscrivant ce droit de vivre dans un environnement sain au niveau international, on peut donner le ton et une assise. Et on affirme un droit qui servira de point d'appui. Il y a un peu plus d'un siècle, lorsque les pires inégalités étaient subies par la classe ouvrière et les victimes du colonialisme, une longue marche a commencé. Ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de bouleversements de l'ordre établi, mais peu à peu, les travailleurs avaient leurs droits garantis et le colonialisme était traité comme le fléau qu'il était. Est-ce que le même niveau de bouleversement de l'ordre établi serait nécessaire pour stopper un système qui nous mène tout droit à la perte de notre capacité de continuer de vivre sur cette planète magnifique? Les forces progressistes dans le monde font face à plus de pression aujourd'hui que depuis des générations. Des États-Unis au Brésil, de la Hongrie aux Philippines, les droits ont mauvaise cote. Leur défense est devenue un vrai défi. Les jeunes d'aujourd'hui sont la génération la plus socialement éveillée et interconnectée de tous les temps. C'est là l'espoir. L'espoir de pouvoir dire non, l'espoir de pouvoir s'organiser, se mobiliser, se connecter avec ses alliés actuels et potentiels à travers le pays et à travers le monde. J'étais là, à Paris, en 2015, lorsque notre nouveau premier ministre a déclaré « Canada is back ». Malheureusement, Canada is back to Stephen Harper's targets. Et même ça, on ne le fera jamais. Un plan de taxe de carbone où les citoyens des provinces les plus récalcitrantes recevront un chèque important pour qu'ils n'aient pas à assumer le coût
tandis qu'au Québec, où les coûts sont assumés par le public, rien. Comme c'est souvent le cas, ça prenait Chapelot dans la presse pour bien nous expliquer la taxe sur le carbone. La vache en train de dire « Je vous dois combien ?» On aurait pu imaginer que la réplique était « La chèque est dans la malle ». Quand je pense aux défis que représentent les changements climatiques, j'ai souvent en tête ce jeune homme à la place Tiananmen, il y a une trentaine d'années maintenant. 2 sacs en plastique au bout de ses bras, debout, seul, devant un char d'assaut. Nous sommes tous un peu ce jeune devant l'inévitabilité des changements climatiques si on ne fait rien. Est-ce que nous allons nous tenir debout? Merci. Est-ce que le modèle économique dominant aujourd'hui est en opposition avec les objectifs environnementaux, biodiversité, lutte à la pauvreté, qui font partie de ce qu'on appelle le développement durable? Pardon, c'est vrai qu'on a le micro. Tout d'abord, on a parlé à la fois d'économie et de croissance économique. Bon. Mais moi, ma vision, c'est que l'économie d'aujourd'hui ne mesure, et c'est pour ça que le modèle dans lequel l'économie est à l'intérieur d'une sphère plus large, qui est le modèle de René Passet, hein, dans lequel il y a l'environnement, et dans l'environnement, il y a des sociétés humaines, et dans ces sociétés humaines, il y a des échanges dont certains sont mesurés par l'économie. On voit bien que, effectivement, l'économie d'aujourd'hui ne mesure qu'une infime partie, enfin une partie de tous les échanges qui se font. Et qu'effectivement, il y a eu des tas d'études économiques qui ont, par exemple, on dit, s'il fallait mesurer la valeur économique de tout ce que la nature fait et dont nous tirons parti. Je prends un exemple dans le cas de la France, on sait que si la végétation des bords de Seine élimine à peu près la moitié de la pollution azotée qui arrive des bassins versants et qui de ce fait n'arrive pas en mer. Et donc, on peut calculer effectivement combien ça coûterait si la nature arrêtait de faire cette fonction d'épuration, combien il faudrait payer pour construire les stations d'épuration pour éliminer ces nitrates. Et on arrive effectivement à des chiffres qui montrent, en gros, que l'économie mondiale ne mesure qu'entre un tiers et la moitié de toutes les valeurs qui sont échangées de fait. Et donc, ça, c'est déjà une première limite. Alors, l'autre élément, c'est que c'est une bonne chose qu'il y ait des échanges non marchands. Heureusement que Homo economicus, même les économistes néoclassiques aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de lire qu'ils disent que Homo economicus, c'est-à-dire l'homme rationnel qui fait tous ses choix en fonction de raisonnement économique, ça n'existe pas. C'était un grand mythe de la science économique. Donc il est bien qu'il y ait des transactions, des échanges entre humains qui ne passent pas par effectivement l'analyse économique. Personne ne se marie avec une rationalité économique, Dieu merci. Donc il y a d'autres échanges qui se font. Mais en tout cas, le fait de se dire il faut aussi qu'on visualise tout ce qu'on doit au fonctionnement des milieux naturels et qui sont de fait des choses qui ont une valeur économique en ce sens que ça nous économise des dépenses et que ça permet effectivement de faire d'autres choses. Ça, je crois que la science économique, elle est intéressante pour rendre visibles ces valeurs. Bon. Mais il faut bien distinguer mesures économiques et marchandisation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on met des mesures économiques qu'on va créer des marchés. Et ça, c'est un peu une ambiguïté entre les écologistes et les économistes. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'économie, les écologistes ont tendance à dire on va marchandiser le vivant. Alors que, à mon avis, la monétariser, donner une valeur monétaire, ce n'est pas créer des marchés. Je prends un exemple très concret. Quand un juge dit « je vous donne des dommages et intérêts parce que vous avez subi un préjudice moral et je vous donne 100 000 $, il fait bien de la monétarisation. Il dit « j'estime que votre préjudice vaut 100 000 $. Mais il ne dit pas « vous avez le droit de recommencer si vous payez 100 000 $.
Il dit « je vous indemnise ». Donc vous voyez qu'il faut bien distinguer cet aspect valeur économique et création de marché. Merci. Moi, j'aurais tendance à dire que notre manière de s'y prendre à l'international cause souvent des problèmes. Le Canada a un FIPA, une entente donc, pour la protection des investisseurs étrangers avec la Chine. Si la Chine achète une compagnie gazière canadienne et que nous, on essaie d'imposer des nouvelles restrictions sur les gaz à effet de serre, la Chine peut protester. Aussi, à l'international, on a eu tendance beaucoup à exporter notre pollution. Internaliser les coûts environnementaux, c'est un principe de base de développement durable. Donc, nous, on peut le faire ici avec nos propres produits, mais quand on est en train de les faire fabriquer dans des pays qui n'ont presque pas de règles environnementales, ce n'est pas qu'il y a moins de pollution, c'est juste qu'elle se fait ailleurs. Donc, Dominique de Villepin, par exemple, avait suggéré de taxer les pays qui ne respectaient pas leurs obligations au terme de Kyoto. Mais je pense que c'est la racine d'une très bonne idée, mais il faudrait peut-être aller plus loin et constater jusqu'à quel point, si on veut pouvoir réduire les gaz à effet de serre, constater qu'on est quand même dans l'obligation de créer quelque chose comme un marché fermé, un système fermé, parce que sinon, c'est une illusion. Je m'excuse de réduire à l'expression des gaz à effet de serre puis des changements climatiques, mais à la lumière et du rapport du WWF auquel M. Chevassus lui a fait référence d'ailleurs, qui nous parle de la perte alarmante de la vie sauvage sur la planète, ainsi que le rapport aux Nations Unies il y a à peine 15 jours, je pense qu'il faut arrêter de faire semblant que ce n'est pas une urgence. C'est une urgence pour la planète. On sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est notre obligation de commencer à le faire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir des bouleversements majeurs si on ne le fait pas? Merci. Lucie Sauvé. Je pense que l'économie est une dimension de toute société, comme je disais. Le problème, c'est que l'économie est devenue une abstraction. On a maintenant une économie absolument financiarisée qui n'a plus rien à voir avec la vie quotidienne. Alors, et je pense qu'il y a des réflexions intéressantes là-dessus et des initiatives aussi. On reconnaît on tente de mettre davantage en évidence la valeur des objets autres que la valeur monétaire. J'ai de la difficulté, je vous dirais, avec la notion de capital humain et capital naturel. C'est des notions qui m'interpellent beaucoup. Le rapport économique au monde économène la gestion collective de ce qui nous appartient à tous. C'est sûr que ça doit faire l'objet d'une réflexion profonde autour du commun. Il y a des initiatives d'économie alternative, les banques d'outils, par exemple, les banques de ressources, qui commencent à nous amener sur d'autres voies qui ressemblent plus à l'économie du partage, l'économie du don, se réapproprier l'économie qui est devenue quelque chose mais de complètement abstraite et qui nous échappe. Et j'ai une amie, quand elle regarde le téléjournal au moment de nous expliquer où on est rendu cette économie, elle me dit, mais c'est comme la météo économique, tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, qui y comprend quelque chose à la météo économique? C'est une économie qui nous a échappé. Et je pense qu'on voit des initiatives d'échange local, de production, d'échange communautaire, local, qui nous aident à commencer à nous réapproprier cette économie. Mais vous avez raison, il y a des sphères qui nous échappent complètement. Et il faut se mettre à la dimension politique aussi de notre action. Mais justement, donc, vous avez mentionné, Thomas Mulcair, qu'on est rendu, il faut agir maintenant. Et c'est un peu sous-jacent dans la question développement durable, une utopie. Est-ce que le développement durable est le concept ou l'approche qui va permettre de faire la transformation à la vitesse nécessaire pour atteindre les objectifs que vous mentionnez ou pour répondre aux cris d'alarme
Ben, en fait, dans le cours que j'ai le plaisir d'enseigner cette année, on a fait une analyse des nombreux textes où on critique l'utilisation du terme parce que ça ouvre tout droit, par exemple, vers la croissance économique comme un préalable à la réussite. Moi, je le vois un petit peu plus comme un raccourci, ce que j'appellerais en anglais un shorthand. C'est une manière de décrire une approche où on tient compte de notre obligation vers les générations futures, ce qui est nouveau, parce que l'approche a toujours été qu'est-ce que je peux prendre maintenant pour moi et pour ma génération. Le problème, c'est que les plus gourmands, les baby boomers, sont encore aux commandes aujourd'hui. C'est la jeune génération qui est en train d'écoper et ils vont avoir une lourde dette économique, sociale et environnementale sur leur dos pour très longtemps. Donc, je pense que ce raccourci qui nous oblige de penser à ce qu'on est en train de faire, ça décrit une démarche. Il y a différentes manières de le décliner, mais dans la loi québécoise sur le développement durable, il y a des principes qui sont énumérés, une quinzaine de principes. Donc, c'est dire, par exemple, que le pollueur doit payer. Il faut internaliser les coûts. L'utilisateur doit payer. Moi, je trouve que malgré les problèmes de fling-flang qu'il y avait, je trouve toujours que c'est un non-sens qu'à Montréal, il n'y a pas de compteur d'eau. Je trouve que c'est un non-sens. Que l'eau est perçue comme faisant partie de la commune qu'on peut utiliser, puis ça nous rappelle Hardin, la tragédie de la commune. On utilise tellement mal l'eau à Montréal que le système lui-même, on le laisse tomber en morceaux parce qu'on ne donne aucune valeur à l'eau alors qu'elle a une très grande valeur. Je l'utilise comme modèle de ce qu'on fait de travers, mais où une application rigoureuse des principes de développement durable peut changer nos comportements. Lucie Sauvé, est-ce que vous étiez un peu plus critique par rapport même à l'utilisation du développement durable comme réflexion? Donc, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui nous amène à changer à ce moment-là rapidement? Ben, c'est une vision du monde. Avait-on besoin du concept de développement durable? Il existait déjà, par exemple, le concept d'éco-responsabilité des entreprises et qui était plus explicite finalement, des conduites qu'on attendait. Euh, En matière d'éducation, par exemple, euh, depuis 40 ans, le champ de l'éducation relative à l'environnement, une éducation qui a trait au rapport à l'environnement nature, l'éducation à la conservation, etc. Ça fait plus de 40 ans qu'on tente d'implanter ou en fait, d'intégrer cette dimension-là de l'éducation dans les milieux scolaires, dans les milieux académiques, et on n'y parvient pas. Par contre, un certain lobby de l'autorité des marchés financiers et des chambres de commerce sont parvenus à entrer comme matière obligatoire en 5e secondaire l'éducation financière. Mais jamais on n'est parvenu vraiment à intégrer de façon formelle une éducation au rapport à l'environnement, alors qu'il s'agit d'une dimension essentielle de notre rapport au monde. Alors, il y a des propositions intéressantes qui ont été mises de côté avec le développement durable. Par exemple, au Québec, on avait, dans les années 80, on avait un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement et qui tentait évidemment de rassembler les forces vives pour déployer cette dynamique éducative, éducation populaire communautaire dans les ONG, les écoles, cette dynamique d'éducation à l'environnement et d'éducation qui passe beaucoup par l'expérience de l'action aussi. Avec l'arrivée du développement durable, tout ça a disparu. Comment se fait-il qu'on ne parvient pas à faire entrer ces dimensions-là, ces propositions-là dans la culture de notre société et que, par contre, très aisément, en très peu de temps, on a vu entrer dans nos écoles une éducation financière centrée sur le bien-être individuel financier. On peut espérer que les enseignants, le monde de l'éducation, sont suffisamment préoccupés d'élargir ce rapport économique au monde pour offrir
aux enfants, aux élèves, aux étudiants, des visions alternatives à celles qui en ce moment imprègnent notre société. Vous étiez peut-être le plus optimiste ou le plus positif des trois dans votre vision de l'avenir. Est-ce que vous pensez donc qu'on est en voie ou que les concepts actuels vont nous permettre d'agir avec la rapidité nécessaire? Ou... Ben, je crois déjà qu'on est dans un débat de ce genre un peu prisonnier du vocabulaire. Prenons l'exemple, est-ce qu'il faut parler de capital ou de patrimoine pour parler effectivement de l'humain ou de la nature? Bon, les deux mots, aucun des deux mots n'est satisfaisant. Patrimoine est un peu statique, capital irrite parce qu'on pense tout de suite au capital financier. De même pour moi, l'idée que le développement durable soit un concept unitaire et ne tolère pas effectivement, il faudrait mettre DS, c'est-à-dire que c'est une aspiration, mais qui peut prendre des formes très différentes, et les différentes formes que Lucie a citées me semblent effectivement des déclinaisons possibles du concept. Donc on a, de même que le débat sur l'anthropocentrisme, je pense profondément qu'on peut concevoir aujourd'hui un nouvel humanisme, donc qu'on peut qualifier d'anthropocentrisme, et ça, Claude Lévi-Strauss l'avait dit il y a maintenant près de 50 ans, il avait développé cette idée que l'humanisme, quand il est né à la Renaissance dans le monde occidental, était un humanisme de mâle blanc adulte. Hein, c'est-à-dire, c'était un humanisme qui s'accoutumait totalement du fait qu'il y ait l'esclavage, que les femmes aient des droits très inférieurs aux hommes, etc. Puis peu à peu, on est passé de cet humanisme de mâle blanc adulte à chapeau melon au fait de dire il y a aussi le droit des femmes, et puis il faut supprimer l'esclavage, et puis les enfants ont aussi des droits, et même les handicapés ont aussi des droits, et donc on a peu à peu élargi cette sphère de l'humanisme, et le fait de dire aujourd'hui il faut élargir cet humanisme pour prendre en compte l'ensemble des êtres vivants avec lesquels on partage une communauté à la fois d'histoire et de destin, je pense qu'on peut créer un humanisme élargi qui restera préoccupé effectivement du devenir de l'humain, mais de l'ensemble de ceux dont nous sentons conjoints et solidaires. Donc je crois qu'on a des problèmes un petit peu de vocabulaire qui fait que ici c'était un peu la règle du jeu, il fallait qu'on mette un peu du contraste entre nos différentes opinions. Donc je pense que sur le fond, je pense en particulier que les indicateurs, enfin cette fascination pour les indicateurs économiques, alors qu'on sait qu'ils rendent de moins en moins compte de ce qui se passe, est un vrai problème. On sait en gros que, par exemple, les banques centrales, au moins américaines et européennes, depuis 2008, ont injecté dans l'économie totale à peu près entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars. Et on peut mesurer quelle est la part de cet argent qui a servi à de la croissance économique réelle, c'est-à-dire à du développement d'entreprises. C'est à peu près 10%, c'est-à-dire à peu près 500. Ça veut dire que 4 500 milliards de dollars ont été appropriés purement par les marchés financiers. Alors effectivement, le PNB le mesure. C'est-à-dire, on dit, ça c'est de la richesse. Mais de la richesse pour qui? Et après, on s'étonne que les inégalités redémarrent. Évidemment, parce qu'il y a eu appropriation totalement inégale. Donc effectivement, cette fascination du PNB est un vrai problème, d'autant plus que j'ai fait des petits calculs, et quand je dis à des ministres, vous savez, si on donne une certaine valeur à notre perte de capital naturel, eh bien, la France est en récession depuis 1990. C'est-à-dire que notre PNB corrigé par la perte de capital naturel diminue. Ils me disent, mais ça, on ne peut absolument pas le dire. Vous vous rendez compte, si on dit tous les mois qu'on est en récession, c'est indicible. Donc effectivement, cette fascination pour des indicateurs dont on sait qu'ils sont complètement biaisés, c'est quand même un vrai problème. En quelques mots, étant donné la situation actuelle, sur quoi il faut agir? Vous avez mentionné, M. Mulcair, le fait que les jeunes aujourd'hui, qu'on a le poids quand même des baby boomers. Moi, je ne suis pas nécessairement aussi positif que vous sur les changements profonds qui se produisent d'une génération à l'autre. Donc peut-être quand on se transforme, croyez-vous qu'on se transforme rapidement? Et quel est votre message pour les gens ici qui nous écoutent dans la salle? Pour moi, on est face à une génération aujourd'hui qui n'a plus besoin de se faire expliquer les rudiments de l'environnement et du développement durable. Ils ont été élevés avec.
Donc, quand ils sont en train d'étudier ici, c'est pour parfaire, pour compléter, mais ils appliquent dans leur vie quotidienne des choses qui étaient peut-être comprises, mais plus théoriques pour une génération avant. C'est pour ça que je fonde tellement d'espoir, parce que les luttes qu'il fallait mener pour que les messages de base de Brundtland ou de Carson soient admis et appliqués, ce travail est fait maintenant. Eux, ils le vivent. Peut-être leur vie va avoir des aspects vraiment différents des nôtres, mais tout ce que je sais, parce que je crois à la science, c'est que les meilleurs scientifiques du monde qui se sont penchés là-dessus nous disent qu'on court à notre perte si on ne commence pas à agir. Et donc, je fonde beaucoup d'espoir sur cette génération-là qui n'accepterait pas de se faire remplir, n'accepterait pas de se faire contenter de l'illusion du mouvement. C'est là où nous sommes au Canada en ce moment. On se donne des tapes dans le dos, on dit, bof, au moins on n'est pas aux États-Unis avec Trump. Oh, ouf, au moins on n'a plus Stephen Harper. Puis on regarde les courbes de production des gaz à effet de serre. Après que le Canada a signé Kyoto, sous les libéraux la dernière fois, on a eu un des pires bilans au monde de production des gaz à effet de serre. C'est parce que, ça a été admis par le chef de cabinet de M. Chrétien, ça avait été signé pour galvaniser l'opinion publique. C'était son terme exact. Ce qui voulait dire quoi? C'était un exercice politique de relations publiques. Donc, je crois que cette jeune génération-là n'accepterait pas de se faire dire « ça suffit ». Un geste symbolique de relations politiques et publiques. Ils vont exiger de l'action et ils vont y arriver eux-mêmes quand ils vont prendre les rênes du pouvoir. La question subsidiaire que je posais ce soir, c'est avec quels outils? Parce que le monde démocratique, exemple après exemple, est en train de s'étioler. Et qui décide? Est-ce que c'est un accord international avec des gens plus ou moins anonymes ou est-ce que c'est des gens avec un pouvoir à eux? C'est ça la démocratie, les gens qui décident. Ça, c'est quelque chose de précieux qu'il faut travailler, je crois, en tandem. Et j'ai vraiment la conviction que des outils juridiques sont nécessaires pour que ce soit du vrai. Merci. Lucie? Moi, je crois beaucoup en l'action collective. Il est certain que chacun des gestes individuels qu'on pose au quotidien, bon, ben, c'est une question de cohérence hein, avec les valeurs qu'on porte. Mais chaque action individuelle, si importante soit-elle, n'y parviendrait pas. Moi, je crois beaucoup en la force de l'action collective. Donc, l'importance de rejoindre des groupes citoyens, des groupes d'action dans les différentes sphères de la société, soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du transport, dans différents domaines, et de rejoindre des groupes d'action collective. C'est là qu'on puise notre énergie, c'est là qu'on apprend. On apprend beaucoup ensemble, les uns des autres, les uns avec les autres. On construit du savoir, et le plaisir. Le plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble et disons, de nourrir cet espoir dont on a vraiment besoin. Donc, l'action collective, et même chez les tout petits, comme chez les plus grands, je pense que oui, il y a différentes façons d'éduquer à l'environnement auprès des plus jeunes. Mais à mon avis, la meilleure façon, c'est de les inviter à concevoir un projet ensemble, à vivre ce projet dans une dynamique démocratique et se rendre compte que oui, ensemble, humblement, dans notre sphère de vie quotidienne, de vie communautaire, on peut arriver, nous, des gens ordinaires, à réaliser des choses extraordinaires. Donc, je crois beaucoup en la force de l'action collective. Et bon, s'il est question plus spécifiquement d'éducation, l'éducation aux politiques, l'éducation à la démocratie, l'éducation aux politiques, qui est fondée sur la dimension critique, éthique de l'éducation. Donc, essentiel. Politique, ça veut dire qui nous concerne tous, qui concerne les choses publiques. Merci. Bernard? Deux choses.
On a parlé du Club de Rome, de ce livre Halte à la croissance. Ce qu'il y avait de faux dans le Club de Rome est une chose épouvantable. C'est qu'eux croyaient que l'épuisement des ressources naturelles allait nous obliger à être vertueux. Or, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes face à un défi dans lequel il faut qu'on apprenne à arrêter d'utiliser des ressources qui vont rester abondantes et pas chères. Vous savez que si on brûle toutes les réserves actuellement connues d'hydrocarbures, notre planète va se réchauffer de 11 degrés. 11 degrés, ça nous mène en gros à ce qu'était la vie sur Terre il y a 1 milliard d'années, c'est-à-dire essentiellement des bactéries, quoi. Bon. Et donc il faut effectivement, et ça c'est épouvantable comme défi politique, il faut qu'on apprenne collectivement à se passer de ressources qui vont rester abondantes et pas chères. Le deuxième message, c'est effectivement qu'on a parlé beaucoup des jeunes, mais j'aime bien aussi dire que la génération auquel j'appartiens, qui est assez éloignée des jeunes, a connu quand même quelque chose d'inouï dans le temps et dans l'espace. C'est peut-être la génération humaine, depuis que l'homme existe, qui, dans un petit coin de la planète, a connu le niveau de confort matériel le plus élevé. J'ai calculé par exemple en France que ça fait à peu près 70 ans qu'il n'y a pas eu de guerre sur notre territoire. J'ai fait le calcul, je n'ai pas trouvé de période de 70 ans sans guerre sur le territoire français depuis la guerre de 100 ans et je n'ai pas été avant la guerre de 100 ans, mais peut-être qu'on n'en trouverait pas davantage. Et donc on a connu une période dans laquelle effectivement l'abondance, la richesse, etc. était absolument inouïe. Et on s'y est habitué, Et vous savez, il y a peut-être vous vous rappelez de ce film français qui s'appelait Être et avoir. Et la question, c'est effectivement de redécouvrir le fait qu'on pouvait être sans avoir. Et effectivement, c'est toute cette dimension de dire, mais le fait que l'aspiration des humains à être individuellement et collectivement, à se réaliser, ne passe pas par la possession des biens matériels, ou en tout cas, il y a bien sûr des besoins minimaux, mais que l'être, c'est pas l'avoir. Je crois qu'on a été dopé, c'est ce qu'on appelle la société de consommation, j'ai rien inventé, mais on a été dopé par cette idée que pour être, il fallait avoir, et on s'est laissé entraîner effectivement par cette fascination qui, à l'époque, n'avait pas cette perspective de limitation de ses ressources. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on redécouvre qu'est-ce que c'est que l'être, et le fait de se dire, il y a des tas de choses qui ne passent pas par la possession des biens matériels et qui sont effectivement des éléments de bien-être, de réalisation individuelle et collective. Et ça, c'est tout le projet qu'il faut qu'on construise. Merci.